Alors, donc j'espère que le film vous a plu. J'espère que vous avez des questions à nous poser. Moi, je vais introduire le débat pendant quelques minutes, mais voilà, le but c'est vraiment de vous faire échanger, de recueillir vos impressions, que Dominique et Gilles recueillent vos impressions. Je vais commencer d'abord par une question toute simple. Vous vous connaissez depuis très longtemps déjà. Vous collaborez depuis plus de 20 ans, en fait, tous les deux, encore plus. Il y a un fait qui est assez intéressant aussi chez vous, c'est que vous avez chacun, en fait, vous êtes tous les deux cinéastes, et vous avez chacun coécrit les films de l'autre. Donc je me posais la question tout d'abord, comment vous vous êtes rencontrés d'abord, comment votre collaboration s'est faite et puis a mûri en fait au fil du temps, comment vous travaillez aussi concrètement tous les deux, et comment plus précisément sur ce film-là, comment ça s'est passé. Bon, bah, c'est vrai qu'avec Gilles, on se connaît depuis longtemps. Ça fait 41 ans maintenant, en fait, pas 20. On s'est rencontrés à l'IDEC, donc l'école de cinéma qui entre-temps est devenue la FEMIS. Et puis, bah voilà, depuis, on s'est pas quittés. Et c'est vrai que voilà, on travaille sur les scénarios de enfin en tout cas de la plupart de nos films respectifs. Comment se passe enfin, disons que l'avantage de travailler avec un co-scénariste qui est aussi réalisateur, c'est qu'on pense très vite aussi mise en scène et pas seulement scénario. Donc ça, c'est un avantage. Et voilà, on a quand même des univers et qui se recoupent. Voilà, des cinéastes de chevet comme Hitchcock ou Lynch. Voilà, donc même si après chacun a ses spécificités, ses obsessions personnelles. Mais la façon dont on travaille concrètement, c'est on est ensemble dans une pièce et enfin là, pour être plus concret sur dossier 137, moi j'avais fait plusieurs mois, oui, 4 mois à peu près, de recherche, documentation, immersion, enfin une semaine d'immersion à l'IGPN, des rencontres avec des avocats, des procureurs, des familles victimes, lecture d'enquêtes sur différentes affaires de violences policières, notamment pendant les Gilets jaunes, mais pas seulement. Et une fois que j'avais accumulé toute cette somme de matériel, on a commencé j'en ai fait part à Gilles, et puis on a commencé à réfléchir ensemble sur comment raconter une histoire à partir de ça. Et très vite, on savait qu'on voulait raconter, parce que pour nous, la question du point de vue est toujours très importante, du point de vue de qui on raconte une histoire. Donc on aurait pu raconter l'histoire du point de vue d'une famille de victimes ou de policiers, mais là, c'était l'idée de départ était vraiment de raconter du point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN, aussi parce que c'est ce qui m'intéressait aussi dès le départ en IGPN, c'est qu'ils sont dans une position un peu particulière, c'est-à-dire qu'ils sont... c'est des policiers qui enquêtent sur des policiers, donc ils sont détestés par leurs collègues ou méprisés ou détestés ou les deux par leurs collègues policiers sur lesquels ils enquêtent et les autres. Et en même temps, ils sont aussi critiqués par certains médias qui leur reprochent d'être jugés partis, d'être une grande lessiveuse qui ne fait que blanchir les policiers. Et cette position assez inconfortable nous intéressait, nous semblait être une bonne entrée en matière pour parler des problèmes de maintien de l'ordre, du rapport police-citoyen qui concerne tout le monde. Et très vite, on s'est dit que un des enjeux de l'histoire serait la question du biais, jusqu'à quel point est-ce que quand on est policier qui enquête sur les policiers, qu'on appelle les autres toujours les collègues, est-ce que ça représente un biais? Et donc on a eu assez vite cette idée de dire si en fait on crée un biais
pas envers les collègues policiers, mais envers la famille des victimes, et même si c'est un lien très tenu, comme le fait de venir de la même ville ou du même patelin, comme le dit la chef de Stéphanie, est-ce que ça suffit à changer le regard et à avoir un point de vue un peu différent sur les choses, voilà. Et au fait, la réponse à la question, donc, c'est du t-shirt, c'est le salaire de la peur, voilà. Ah, bravo Jérôme. On applaudit Jérôme. Et Bravo. pardon, j'aurais dû demander si quelqu'un avait la réponse. Bref, donc en fait, c'est la société pétrolière pour laquelle travaillent Yves Montand et Charles Vanel. Et donc, ce logo est imprimé sur leur camion dans lequel ils transportent la nitroglycérine. Pardon, fin de la parenthèse. David. Okay, merci. On a eu plusieurs réponses voilà. en une question. Gilles, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur le travail avec Dominique Non, je peux pas, il est là, mais... Non, oui, 40 ans, et c'est vrai c'est même devenu difficile pour nous de savoir exactement comment on échange. Évidemment qu'on se parle pas mal, on se fait lire des choses, et puis après, il y a quand même un truc un peu mystérieux qui est qu'on tapote chacun sur nos ordinateurs, on se lit ou on se fait lire ce qu'on a écrit, et puis petit à petit, et finalement assez... Enfin, en l'occurrence, c'était pas très douloureux. Enfin, les choses se sont tissées assez vite, d'une certaine manière. Enfin, il y avait quelque chose de... Mais évidemment, la confiance de Dominique fait que voilà, les choses poussent aussi rapidement maintenant. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est voilà, on ne travaille pas de façon très académique, c'est-à-dire on ne se dit pas voilà, on a un synopsis, on va en faire un traitement, puis un traitement un peu plus long, puis un séquencier, puis ça pousse de manière beaucoup plus anarchique en fait. Je sais que Gilles par exemple a assez vite écrit la scène de fin, enfin la longue scène entre Stéphanie et sa supérieure, justement, sur la question du biais. Et évidemment, tout de suite, ça posait un peu les thématiques, le sujet, ce qui nous a aussi permis d'orienter les choses autour, quoi. Donc voilà, donc il y a des scènes dialoguées qui peuvent surgir très vite alors qu'on n'a pas encore la structure globale, et ça pousse comme ça, un peu comme des champignons, et à la fin, on a une champignonnière qui fonctionne. Peut-être. C'est vrai, c'est un film, pour moi, qui parle aussi de la question de l'objectivité, en fait, de l'impartialité. Vous avez une héroïne qui s'efforce, en fait, tout au long du film, d'être comme ça, voilà, la plus impartiale possible. Et en même temps, vous, justement, en tant que cinéaste, co-scénariste, quand vous écrivez un film, bien sûr, vous ne pouvez pas être tout à fait objectif. En tout cas, la question de l'objectivité se pose toujours. On dit qu'elle n'existe pas, encore moins au cinéma, justement. Donc comment cette question-là aussi, de votre regard, elle s'est posée à l'écriture? Là, ce qui était pas mal, c'est que, comme disait Dominique, comme le point de vue, c'était celui de quelqu'un qui essaye d'être impartial, mais qui ne l'est peut-être pas au début, peut-être pas à la fin, enfin, qui essaye de bien faire, mais qui s'aperçoit... Pour nous, c'était assez facile d'être très fort avec elle et d'être bousculé par des gens qui ont des certitudes ou des avis, en tout cas très opposés, et l'idée d'aller la chercher d'une certaine manière dans les endroits où elle pense bien faire son travail et où elle peut petit à petit s'inquiéter de ça, enfin créer une espèce de pression comme ça sur elle, c'est quelque chose qui est assez... Quand on écrit, c'est assez jubilatoire. Enfin, il y avait un scénariste américain qui disait un truc que j'aimais bien sur les scénarios, c'est quand ton personnage est à terre, frappe-le, ce qui est évidemment scandaleux dans la vie, mais qui, du point de vue du scénariste, du personnage, de mettre dans l'embarras,
alors que c'est déjà difficile, ça crée voilà, quelque chose, des tensions, éventuellement de la comédie quand on fait de la comédie. Et là, on sentait que ce personnage pouvait encaisser beaucoup par ce glissement de point de vue qu'elle subit, enfin, et par ses collègues, des critiques de tout le monde, quoi. Et c'était fort pour nous, quoi. Et Dominique, vous dites aussi que vous avez infiltré finalement l'IGPN pour préparer le film. Enfin, infiltré, c'est peut-être un peu fort. Non, non, ils étaient au courant que j'étais là. Hein, mais je me demandais qu'est-ce qui vous a peut-être le plus frappé, le plus étonné aussi dans cette immersion? Bah, y a plusieurs choses. Enfin, encore une fois, j'y étais avec l'accord de la direction de l'IGPN. Après, je sentais qu'au sein de l'IGPN, il y avait des enquêteurs ou des enquêtrices qui n'avaient pas très envie que je sois dans leur bureau, donc j'allais plutôt avec ceux qui me semblaient plus accueillants ou plus accueillantes. Ce qui m'a... Enfin, il y a plusieurs choses qui m'a frappé. Enfin, il y a déjà... Déjà, une première chose, c'est que, parce que dans les enquêtes, il y a des enquêtes sur des policiers corrompus et les affaires de maintien de l'ordre. Enfin, après, il y a aussi des affaires d'harcèlement, enfin, au sein de la police. Enfin, voilà. Mais disons que les deux gros sujets, c'est ça. Et ce qui m'a frappé, c'était que en ce qui concerne les enquêtes sur les policiers corrompus, dans la tête des enquêteurs, c'était assez carré. Enfin, voilà, c'est des policiers qui déshonorent la police, donc c'est normal qu'ils soient sanctionnés. Enfin, en précisant quand même que c'est pas l'IGPN qui décide des sanctions, c'est comme la police judiciaire. Enfin, elle mène l'enquête et après c'est le parquet qui va décider s'il y a un classement sans suite, s'il y a une mise en examen, si un juge d'instruction est nommé, etc. Bref, et que pour les histoires de maintien de l'ordre, c'était plus compliqué. Enfin, parce que en fait, les policiers les enquêteurs de l'IGPN, ils ont tous travaillé dans d'autres services avant. On ne peut pas aller directement à l'IGPN. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aucun enquêteur de l'IGPN n'y est allé par vocation. Moi, j'ai parlé à aucun enquêteur qui dit « moi, je veux aller là parce que je voulais aller là parce que je voulais nettoyer les écuries d'Augias ou autre ». Enfin, c'est plus des opportunités de carrière parce que voilà, on cherchait à quitter un service, il y avait un poste qui correspondait à son grade qui était disponible, donc on postule en se disant bon, j'y vais, mais que 6 mois et je vais essayer de trouver quelque chose parce que personne ne veut y aller en fait, parce qu'on sait qu'on est mal vu. Et puis finalement, une fois sur place, ils se rendent compte que c'est aussi de l'enquête, même si c'est sur des collègues, c'est intéressant. Mais voilà, mais comme ils connaissent le terrain, comme ils connaissent pas forcément le maintien de l'ordre, mais ils connaissent aussi la difficulté que peuvent rencontrer les policiers dans leur métier. Et ils savent que lors des manifestations, on envoie aussi les policiers en première ligne, en leur tenant des propos justement un peu guerriers, en disant allez-y. C'est les ennemis de la République en face, donc faut les contenir, faut leur passer l'envie de manifester, etc. Et forcément, du coup, ça mène à des violences et des dérapages, et du coup, c'est ceux qui sont sur le terrain qui sont pointés du doigt, et pas ceux qui ont éventuellement donné des ordres, ou même les politiques qui cautionnent ça, et donc ils se disent, ils se mettent plus, voilà, donc les enquêteurs de l'IGPN se mettent plus facilement à la place de policiers mis en cause dans le maintien de l'ordre. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'ils font mal leur travail d'enquête, enfin moi ce que j'ai vu c'était, même si Stéphanie est peut-être une enquêtrice un peu idéalisée, mais enfin ils font quand même sérieusement leur travail, ils passent vraiment des heures comme ça à décortiquer des vidéos, à essayer de trouver des vidéos où on voit ce qui s'est passé, si possible de plusieurs angles, enfin comme on voit dans le film. Et nous, ça nous a intéressés parce qu'on trouve ça très cinématographique de scruter comme ça des images, d'essayer de comprendre des choses. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on a une vidéo qui montre quelque chose qu'on détient la vérité, enfin, parce qu'elle peut être vue de différentes façons. Il y a
Et parfois, ils se concertent, il dit bah, qu'est-ce que tu vois là? Est-ce que lui, il a un geste menaçant ou non? Bah, moi, je crois que oui, bah, moi, je pense que non. Enfin, comme sur la petite discussion qu'il y a sur le fait que Guillaume Tirard se retourne, quoi, voilà. Voilà, donc il y a eu toutes ces choses-là qui étaient quand même assez passionnantes à observer, qui nous ont servi aussi à construire l'histoire et le scénario. Merci. Je vais poser une dernière question et puis je vous laisse la parole ensuite. Vous parliez de la question du biais précédemment et la question se pose aussi pour le spectateur, forcément. C'est-à-dire que chaque spectateur, finalement, va commencer le visionnage avec son biais, peut-être. C'est ce qu'on peut se dire. On voit ces images de manifestations, on est d'un côté ou de l'autre des barricades, et en fait, le spectateur, lui aussi, peut-être au départ, il est d'un côté ou de l'autre. Or, le cinéma, précisément, c'est vrai que c'est un lieu très intéressant pour nous permettre justement d'infiltrer, là encore, d'autres histoires que la nôtre, en tout cas pour s'identifier peut-être. Donc comment cette question-là aussi, elle est apparue au travail de l'écriture? Est-ce qu'elle vous a semblé importante, la question aussi de comment changer finalement le regard du spectateur lui-même? Oui, je te passerai la parole après. C'est forcément une question importante. Après, nous, ce qui nous intéresse, enfin aussi dans la démarche comme ça de scruter le fonctionnement d'une institution, c'est d'essayer de faire comprendre. Enfin, disons, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec le terme dénonciation. Voilà, on dénonce la violence policière, etc. On montre qu'il y a de la violence policière et on essaye de faire comprendre comment on peut y arriver. Enfin, y compris, voilà, sur le fait que dans cette situation de panique, le gouvernement va envoyer la BAC, la BRI, des gens qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, et du coup, enfin, en leur donnant encore une fois, en tenant un langage assez guerrier, et du coup, bah, forcément, ça mène à ça. Enfin, le fait que la police soit surarmée en France également aussi, hein, mais c'est de faire avancer la compréhension et la réflexion, enfin, qu'il n'y a pas bonne presse il faut de nos jours, quoi, ou réfléchir, et un peu décrier, parce qu'il vaut mieux avoir des phrases chocs, des images chocs, jouer sur l'émotion, en fait. Enfin, et moi, je pense que enfin, toute la... comment dire, enfin, les populistes jouent beaucoup là-dessus, sur l'émotion, sur la peur, sur le ressentiment, et où la réflexion n'a plus lieu d'être. Et voilà, nous, enfin, un peu modestement, on se dit qu'on essaye de contribuer quand même à rester dans la réflexion et dans l'idée d'essayer de comprendre comment les choses arrivent et du coup comment éventuellement on peut les changer. Voilà. Oui, enfin, dans le côté, le cinéma, ça permet de vivre d'autres vies que les siennes. Enfin, c'est un peu ma vie d'enquêtrice à l'IGPN. C'est vrai que sur la question du point de vue, ça nous oblige, spectateurs, à éventuellement voir les choses par les yeux de quelqu'un dont on ne partage pas, enfin, selon qui on est, ce qu'on a vécu, on a plus ou moins de mal à s'identifier à Stéphanie comme enquêtrice, mais le fait qu'elle soit justement entre deux, enfin, dans une société qui est très, enfin, on peut dire aujourd'hui clivée, où nous sommes un peu de choisir un camp à peu près sur tout. Le fait que Stéphanie soit un personnage qui a du mal qui pense qu'elle ne choisit pas un camp et qui va le faire complètement sans s'en apercevoir par des choses qu'elle a vécues, d'identification elle-même, et c'est vrai que c'est un procédé, enfin, la question d'identification au cinéma, c'est évidemment crucial, c'est à qui, quand Dominique parlait de point de vue tout à l'heure, c'est qu'on
on s'identifie à un ou plusieurs personnages, et des fois à d'autres choses que des personnages même, mais on ressent les émotions que ressent un personnage, et le fait que Stéphanie soit quelqu'un oui, qui pense chercher une position équilibrée, qu'il le fait de manière assez scrupuleuse, enfin, je ne sais plus le mot que tu utilisais tout à l'heure, mais je trouvais juste... Impartial. Oui, oui, enfin voilà, qui cherche à être impartial. Bah, ça nous oblige, nous, enfin j'espère, spectateurs, à voir la part d'idéal qu'il y a là-dedans aussi, à chercher l'impartialité, et éventuellement la faillite que ça représente souvent, mais que l'idéal, il est au fond de continuer à chercher ça, même si c'est presque impossible. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour et merci pour ce film. Alors moi j'ai une question un peu farfelue. Ça concerne le chat. En fait, j'ai fait des études de cinéma, et dans le cadre de mes études, j'ai analysé La Nuit du 12, et on l'a analysé sous le prisme du chat. On a vu plein d'occurrences de chats. On a fait peut-être une analyse un peu farfelue. Mais là, bon, on va pas parler de La Nuit du 12, je voudrais pas embêter tout le monde avec ça. Mais il y a encore des chats, enfin en tout cas un chat et des vidéos de chats, il y a dans le décor des statues de chats, etc. Moi je voulais savoir si c'était, s'il y avait un vrai propos, si c'était un moyen d'adoucir peut-être les choses, ou si c'était plutôt un délire, ou que vous appréciez énormément les chats, tout simplement. Alors je passe le micro à Gilles parce que c'était son idée. Alors, il y a beaucoup à dire sur les chats. Déjà, c'est des animaux, quand on les aime beaucoup. Il y a des gens qui ne les supportent pas, des gens qui les adorent. Non, blague à part, le chat dans le film, c'est arrivé assez vite. C'est vrai que j'ai proposé à Dominique que Stéphanie trouve un chat assez tôt, et je ne sais pas pourquoi exactement, mais je sentais qu'il y avait une piste possible qui allait aller au-delà. Et très vite, c'est arrivé voilà, sous le clavier sur l'idée des vidéos de chatons, et que moi personnellement je trouve irrésistible, mais dont je sais aussi que c'est éventuellement un peu problématique. Et donc c'était de se dire, au fond, c'était comme si on était confronté, enfin de résumer presque la vie virtuelle à la question des violences, enfin, d'images violentes, de violences policières, ça, ou de choisir, enfin ce qui est un peu la discussion chez les parents, c'est soit tu regardes les infos, c'est des trucs horribles, soit tu regardes des vidéos de chatons, et ça te fait espérer un monde plus câlin et trop mignon, et que ça devient... Et qu'il y a du vrai dans les deux, enfin, c'est-à-dire que moi je suis autant d'accord avec la mère de Stéphanie qu'avec le père, sauf que c'est pas bien qui tue des taupes avec sa pelle. Mais ça nous intéressait que petit à petit, enfin, et notamment à la fin, quand Stéphanie regarde ces vidéos de chats et que son fils la regarde un peu inquiet de l'avoir regardé ces vidéos, on sent qu'il y a quelque chose comme une dystopie, pour employer des gros mots, dans voilà, qu'elle fuit, qu'elle se met à fuir quelque chose, enfin, qu'elle-même le sent, quoi. Voilà, donc les chats, je pense qu'ils racontent quelque chose sur un monde parallèle d'une certaine manière, voilà, un peu comment dire, irréel, qui existe voilà, sur les réseaux sociaux, et qui est confronté à un monde plus réel ou pas, mais qui est celui voilà, des actualités, Voilà. On dit que les chats ont le plan secret de nous contrôler, de nous diriger même. Ça, oui.
Monsieur Moll, une question pour vous. Oui. Vous êtes prêt? Je voulais savoir s'il y a une évolution et s'il y a une prise de conscience de l'évolution de votre cinéma. Parce que beaucoup, peut-être, n'ont pas en mémoire qu'en plus d'être scénariste, réalisateur, vous avez été assistant réalisateur, vous êtes monteur. Et un des premiers films pour lequel vous avez travaillé en tant qu'assistant réalisateur, j'ai vérifié, 1994, Marcel Ophuls, Veillée d'armes. Histoire du journalisme en temps de guerre. C'est donc un film en guerre que vous nous proposez et que vous avez commencé votre carrière avec des films de genre. Gilles Marchand a participé de ça, Lemming, Le Moine, Le Tunnel. Et depuis Seules les bêtes, il y a un virage. Il y a presque une démarche conscientisée de votre nouvelle écriture cinématographique qui s'inscrit plus presque chez Pollack, avec Les 3 jours du Condor. C'est le deuxième volet autour de la police. Il y a eu, bien sûr, La nuit du 12, Dossier 137. Est-ce que vous avez de plus en plus le sentiment de faire des films citoyens ? Alors, enfin, en tout cas, oui, il y a une évolution, ça c'est sûr. Alors moi, je citerais, plutôt que de citer Sidney Pollack, je citerais un autre Sidney qui est Sidney Lumet, enfin, qui me paraît plus intéressant comme réalisateur que Pollack. Mais bon, en tout cas, oui, disons que disons l'évolution pour moi, enfin, c'est vrai que voilà, les premiers films... Par Intimité, c'est encore autre chose, le tout premier, mais Harry, Lemming, Le Moine, c'est effectivement clairement des films de genre, des thrillers psychologiques, etc. Avec des nouvelles de la planète Mars, qui malheureusement n'a pas eu beaucoup de succès, il y a déjà des questions sociétales qui sont présentes assez fortement, enfin, y compris d'ailleurs des questions environnementales et aussi la question de l'engagement. Enfin, est-ce que le fait d'être un observateur comme ça, éclairé, qui voit que les choses vont mal mais qui reste que dans l'observation, voilà, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas s'engager et passer à l'action? Enfin, c'est ce que les enfants du personnage principal lui reprochent en tout cas. Et après, surtout, il y a eu une série que j'ai fait pour Arte qui s'appelle Eden, une mini-série de 6 épisodes qui parle de destin de migrants à travers l'Europe et qu'on m'a proposé, enfin, ce que je n'ai pas initié, que j'ai repris en cours de développement et qui me faisait un peu peur justement parce que c'était un vrai sujet d'actualité très complexe, très important, enfin qui l'est toujours d'ailleurs. Et je me disais, voilà, est-ce qu'avec la fiction, on peut rendre justice à une thématique aussi complexe et en fait, à force de documentation, enfin, c'est le premier film où je suis passé par une phase comme ça de documentation très forte je me dis, enfin, pour en parler, il faut déjà savoir de quoi on parle. Et comme à force de travail à l'arrivée, j'étais pas trop mécontent du résultat et surtout de constater que c'est pas parce que je traitais un sujet d'actualité que je renonçais pour autant à mes envies de cinéma, enfin, et des choses qui me tiennent à cœur par ailleurs, enfin, qui étaient présents dans les premiers films de genre, enfin, de garder quand même une partie de genre malgré ou en plus de cet aspect plus sociétal. Et c'est vrai que du coup ça m'a un peu décomplexé peut-être par rapport à ça, et donc c'est vrai que dans Seules les bêtes, dans La nuit du 12 et dans le Dossier 137, il y a un aspect beaucoup plus sociétal qui interroge les institutions, voilà, donc bonne lecture. Là, on a une autre question. Ah, bonsoir. Oui. Ici. Ah oui. Là. Oui, désolé. Ah oui, ok. Oui. Bonsoir. Merci pour ce film. Moi, j'étais à Sainte-Soline et j'ai eu la chance ou la malchance d'aller après à l'IGGN, donc ça m'a rappelé des choses et je pense que c'est un film important, donc merci beaucoup.
Et je voulais savoir, parce que je trouve que c'est un très bon film, et c'est parce qu'il y a une très bonne actrice principale, et est-ce que Léa Drucker, ça a été un choix évident, immédiat pour vous? Oui, alors on n'a pas écrit pour Léa Drucker, mais c'est vrai que assez tôt dans l'écriture, j'ai commencé à l'évoquer auprès de Gilles. J'avais déjà travaillé avec elle, justement sur des nouvelles de la planète Mars, même si c'était 2-3 jours de tournage, c'était pour un petit rôle. Mais depuis, j'avais évidemment suivi sa carrière, et voilà, après c'est un peu des intuitions, hein, les envies comme ça, ou d'imaginer tel comédien dans tel rôle, et c'est vrai que très vite j'ai pensé à elle, et qu'en écrivant des dialogues aussi, je commençais à entendre sa voix, ses intonations, et du coup, dès qu'on avait une version un peu satisfaisante du scénario, je l'ai contactée pour lui proposer, lui faire lire, et elle a dit oui tout de suite, et c'est vrai que c'est une comédienne extraordinaire qui a une palette très très large, qui a surtout une grande finesse dans la façon d'interpréter ses rôles. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment donné, je l'ai fait rencontrer deux des enquêtrices de l'IGPN. Et donc, après, un espèce de round d'observation et de questions plus techniques, sur comment on met une audition, etc. Léa a abordé auprès d'elle la question des émotions, parce que les comédiens ou les comédiennes travaillent avec ça. Et elle dit, mais qu'est-ce que vous... Oui, l'expression des émotions. Comment vous gérez vos émotions? Parce que forcément, si vous vous retrouvez face à une maman dont le fils a été mutilé, qui vient porter plainte, ou face même à un policier qui est en plein désarroi parce qu'il est mis en cause pour quelque chose, vous ressentez forcément quelque chose puisque vous êtes des êtres humains, donc qu'est-ce que vous en faites? Et donc les deux enquêtrices ont dit, bien sûr qu'on ressent des choses, et parfois c'est compliqué, mais il ne faut surtout pas les exprimer, il ne faut pas les montrer face aux personnes, ou parfois ça peut être de la détestation aussi, quand on est face à un commissaire de la BRI hyper arrogant, donc tout ça, il faut garder un couvercle dessus, et donc c'est vraiment devenu un peu notre boussole pour le personnage de Stéphanie, c'est-à-dire que il fallait, et c'est pas facile à faire, il faut qu'on sente que ça remue à l'intérieur, mais pas de façon trop évidente ou trop... Léa a dit, en tant que comédienne, on a forcément envie de faire des morceaux de bravoure et de montrer qu'on sait faire plein de choses. Et là, c'était juste laisser transparaître des émotions qu'on n'a pas le droit de montrer, et elle excelle vraiment à faire ça, et du coup, elle contribue beaucoup à la réussite du film et du personnage. Ouais. Oui, je suis là, bonsoir. Une remarque et une question. Première remarque, j'ai une dizaine de neveux, parce que j'ai des sœurs hyper productives, et j'en ai 2 qui ont mal tourné. Il y a un gendarme et un policier. Je plaisante, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que cet esprit de corporatisme dont vous parlez, je le vois en direct, et c'est très difficile à... Je vois qu'avec mon neveu, si on critique un d'entre eux, on critique tous. Donc on ne peut plus rien dire, et c'est difficile le dialogue. Bref, donc vous êtes pile poil sur le sujet. Deuxièmement, la question, c'est... Vous mettez bien sûr fiction au début du film. Or, on a tous regardé l'actualité, on identifie des cas assez précis d'un jeune homme qui a été touché par ce tir de LBD. Quelle est la part justement de fiction? À quel moment vous vous détournez du fait divers? Quelle est la part que vous apportez? C'est peut-être plus une question pour Monsieur Marchand. Voilà, je voudrais connaître comment vous faites le distinguo, vous, de la part de fiction. Alors, je vais juste d'abord, sur le corporatisme, c'est vrai que c'est un énorme problème. C'est exactement ce que vous dites, c'est que pour beaucoup
de policiers, enfin, et y compris dans la hiérarchie, jusqu'au ministre de l'Intérieur, enfin, qui souvent, de toute manière, se font que le porte-parole des syndicats policiers les plus droitiers. Voilà, la moindre critique n'est pas vécue comme quelque chose de nécessaire pour améliorer l'institution, mais comme vous dites, comme une critique de l'ensemble, de toute l'institution. Et donc on est, ce que disait Gilles, quoi, dans la question du clivage, soit tu es pro-flic, soit tu es anti-flic, et voilà, et tant qu'on est là-dedans, on va pas avancer, hein, ça c'est sûr. Voilà, sur enfin, qu'est-ce qui est réel ou fiction, on s'est inspiré de plusieurs affaires. Enfin, l'affaire telle qu'elle est dans le film n'existe pas telle qu'elle. Après, il y a plusieurs affaires dont on s'est, enfin, plus qu'inspiré, dont on a pris des... Oui, je te... Presque tous les éléments sont tirés de faits divers réels, enfin d'affaires réelles. Même la simultanéité des deux tirs, mais c'est chaque fois des affaires différentes, quoi, voilà. Et on en a fait une seule affaire, ce qui est évidemment une œuvre de fiction, puisque mais tout, voilà, le fait que tout soit arrivé dans la réalité, par exemple l'histoire des casques Décathlon, c'est vrai. Chaque élément, en fait, on a fait comme en prenant des pièces d'un puzzle, et on a fait, nous, notre puzzle, alors que c'était des pièces différentes. Et sur la question du corporatisme, ce qui est compliqué, et je pense que le film essaye de faire un peu, c'est que pour effectivement arriver à dialoguer, il faut aussi accepter qu'il y ait des choses... même de l'ordre du... C'est d'arriver... Enfin, c'est cette fameuse fracture dont tout le monde parle et qu'on n'arrive pas à réduire, mais dont on a l'impression... C'est comment arriver à entendre... alors évidemment que du côté des policiers, d'entendre des gens qui crient, qui manifestent en disant que tous les flics sont des bâtards, pour eux c'est une agression générale, puisque ça les englobe tous de la même manière. Et le risque, c'est effectivement que chacun s'écarte de son côté, et que, comme le dit Stéphanie dans le film, à un moment, les gens qui sont dans la police ne soient plus que tétanisés sur leurs propres convictions, et qu'en face... donc c'est un travail, je pense, qu'on doit tous faire, quand même d'essayer au moins de s'écouter, quoi, voilà. Moi, j'ai vu un film sur un service public de la justice, de la police et de la société. La société, c'est pas un service public, mais j'ai vu 3 trucs défaillants. Pourquoi il y a des gilets jaunes ? Pourquoi il y a des violences policières ? Et pourquoi ce monsieur, enfin ce jeune homme, la scène, elle est incroyable, quoi. Elle est pleine d'émotions, hein, qui nous dit « j'essaye de ne pas les détester, mais c'est difficile ». Ça, c'est la phrase, moi, que je garde de ce film-là. Ça fait réfléchir, mais quand même, on est tous d'accord sur les défaillances de tout ça. Les gens qui vont faire de l'ordre alors qu'ils n'ont pas été formés. Voilà. Bon. Et puis, la justice qui n'est pas rendue, parce que il y a une faute grave, et ce monsieur, il n'y a rien qui se passe dans notre société. Donc, ça ne va pas. Et ça, vous le dites clairement. Et puis après, vous dites, comment on fait avec ça ? Comment on met des pansements sur les plaies ? Moi, j'ai été très touchée par le jeu de Léa Drucker, et ma question, c'est, elle a fait, alors, 2 choses. Elle a fait la même chose dans Adam, voilà, l'intérêt d'Adam, où elle dépasse ses prérogatives, elle sait qu'elle le fait, mais elle le fait quand même, et c'est ça qui va faire avancer les choses. Et ça, c'est magnifique. Oui, pardon.
Oui, quand je dis elle, c'est pas Léa Drucker, on est d'accord. Pardon, excusez-moi. Oui, oui. Et une deuxième chose aussi, c'est peut-être pour le scénariste. Elle est toute en retenue, on est d'accord. Et il y a 2 moments où elle est dans la fêlure. Elle est dans la colère avec sa mère. Et puis à la fin, où elle dit je suis ça, je suis ça. Et surtout, quand elle regarde la vidéo des chats et que son fils lui dit mais ça va pas, on la voit, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Sur son visage, on voit qu'elle va craquer, mais non, elle ne craque pas. Et faire un personnage qui ne craque pas, voilà, moi c'est des choses qui m'ont beaucoup touchée et que je trouve exceptionnelles. Et je voulais savoir si c'était ce que vous vouliez faire ou si c'est moi qui invente dans ma tête. Non, enfin en général, ce qui est à l'écran, c'est des choses qu'on essaye et qu'on veut faire. Enfin, c'est quand même tout est question de choix et de discussion après, enfin avec les différentes personnes qui participent à la fabrication du film. Donc bien sûr, c'est voulu, mais c'est vrai que c'est intéressant enfin, comme vous dites, le seul moment où elle s'emporte, c'est face à sa mère, mais aussi parce que justement elle est plus dans la représentation de son travail. Enfin, donc là, elle peut, toutes les émotions, toutes les choses qu'elle accumule, qu'elle a accumulées, qu'elle n'a pas le droit de montrer à son travail dans un cadre plus intime, familial, face à sa mère, là, elle peut. Donc ça sort de façon presque injuste. Envers sa mère qui se prend un peu tout. Mais oui, vous avez tout à fait raison dans vos observations. Tout à fait. Oui, super. Bien, alors votre film m'a beaucoup énervé, parce que tout le long du film, ça monte, ça descend, elle trouve des vidéos, elle va trouver ceci, elle va pas avoir le témoignage là, etc. Bref, ça arrête pas de monter, descendre, ça m'a énervé tout le long. Donc merci. Ensuite, je me demandais quelle était la part de réel, vous l'aviez déjà répondu un petit peu tout à l'heure, mais entre les textes, les témoignages, en fait j'ai l'impression que c'est à chaque fois des témoignages que vous avez recueillis, que vous avez ressortis tels quels. Alors je me demande qu'est-ce que vous avez écrit, qu'est-ce que vous avez on prend des notes et on ressort. Et entre autres, le témoignage tout à la fin, le garçon, est-ce que c'était lui en réel d'ailleurs? Est-ce que c'était ou le maquillage est super bien fait? Et est-ce que le texte, c'est lui qui l'a écrit ou est-ce que c'est vous qui l'avez écrit? Voilà. Donc qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce qui était un témoignage? Enfin, on a tout écrit. Après, on s'est appuyé sur des choses, enfin y compris des PV d'audition. On a parfois repris une phrase ou 2 phrases, mais il n'y a pas une audition qui est reprise telle quelle, parce qu'il fallait de toute façon qu'on l'adapte aussi à notre situation. Voilà, donc... Voilà, c'est ça. Mais après, par exemple, aussi tout ce langage très particulier des PV, enfin qu'on entend en voix off, enfin c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire exister parce que c'est très particulier, comme enfin ça presque une poésie un peu étrange, mais qui fait partie aussi de ce travail et de la façon de mettre les choses un peu à distance, enfin en ayant justement un langage comme ça très très administratif. Voilà, en ce qui concerne le témoignage de Guillaume Girard à la fin, alors c'est une histoire assez longue parce que j'avais vu certains témoignages de personnes qui avaient été grièvement blessées, et ce qui m'avait frappé, c'était, enfin, contrairement justement au corporatisme revendicatif et possiblement agressif de syndicats policiers, enfin, ou de gens qui défendent comme ça coûte que coûte la corporation policière, c'est que souvent il y avait chez ces gens, enfin, pas du tout de désir de vengeance enfin il y avait, voilà, enfin ils se retrouvaient avec cette situation dont ils ne savaient pas pourquoi ça leur était tombé dessus, et qu'ils essayaient de faire avec, et qui avaient, enfin oui, presque cette envie de résilience, enfin en tout cas une sorte de douceur assez troublante, en tout cas pas quelque chose d'agressif du tout. Et donc on avait envie de transmettre ça, enfin ce qu'on avait ressenti dans ces témoignages.
Et au début, enfin c'est moi, je crois que j'avais écrit un monologue, mais qui faisait 2 pages, et on l'avait d'ailleurs tourné comme ça, et ça, en fait, on se rendait compte que ça fonctionnait pas. Enfin, ça faisait un peu déclaration d'intention du réalisateur ou des scénaristes, qui voilà, on va dire tout ce qu'on a à dire, et ça marchait pas du tout. Et donc du coup, on s'est dit, il faut qu'on retourne cette scène. On l'a retournée une première fois en réduisant beaucoup le texte, et ça allait toujours pas. Et finalement, plus on en enlevait, et plus on était dans le concret, une chose concrète, et pas dans des déclarations d'intention, plus ça fonctionnait. Donc on a fini par quelque chose de 10 fois plus court que ce qu'on avait au début. Et la phrase où il dit, voilà, j'essaye de ne pas les détester, c'est pas facile, c'est quelque chose qui est venu vraiment assez tardivement, et où quand il l'a dit, j'ai senti, voilà, là on est dans le vrai, quoi, voilà. Mais c'est vrai que dans ce premier texte très long dont je parlais, j'avais repris mot pour mot certains extraits de témoignages de victimes. Mais bon, voilà, on sentait que c'était un peu collé sur le film, et qu'il fallait vraiment trouver, nous, l'expression qui correspondait au film et à Guillaume. Mais dans l'intention, c'est effectivement des choses qu'on a ressenties. On va dire que c'est les 2 dernières questions, parce que on a soif. Juste un mot pour dire merci, et juste mettre en valeur aussi l'intérêt du cinéma de prendre le temps par rapport à des situations complexes, là où en toile de fond, effectivement, on voit la télévision qui va résumer très rapidement, qui va désigner les coupables, etc., dans une vision très droitière que fait la télévision. Donc le cinéma prend le temps de comprendre les choses, et donc il y a un gros intérêt, effectivement, à vous deux de prendre le temps sur ce type de récit. J'aimerais mettre l'angle sur ce film sur un certain désespoir sur la confrontation des classes sociales. Parce que ces 2 personnages féminins, ce sont 2 mères qui ont des enfants qui ont à peu près le même âge, qui ont les mêmes origines, Saint-Dizier. On voit un mépris à un moment donné, effectivement, sa chef, quand elle parle de patelin. Et même, on voit ce mouvement aussi des Gilets jaunes qui vont dans la capitale, le lieu du pouvoir. Et la violence, elle est très, très, très forte. Et c'est des personnes qui reviennent, qui quittent le lieu du pouvoir. Et donc là, tout le film est traversé aussi par cette violence des classes sociales. Ces 2 femmes auraient pu se retrouver dans la même école, et on voit que ce n'est pas possible. Et dernière chose aussi, ce qui traverse tout le film, esthétiquement, au niveau de la lumière, c'est assez sombre. Finalement, on n'est pas dans l'été, etc. Il y a quelque chose de bleuté. Il y a un certain pessimisme, et même sur cette fin du film, c'est que on est dans une France à l'heure actuelle où il y a un conflit très fort qu'incarnaient les Gilets jaunes autour des classes sociales. Est-ce que vous pouvez parler de ça, de cette intention qui traverse aussi tout le film ? J'ajoute un personnage de mère dont vous parlez, qui est le personnage d'Alicia, la femme de ménage de l'hôtel de luxe, qui, elle aussi, d'une certaine manière, parle d'un endroit de la classe sociale qui est... et sa parole vient au centre du film aussi, ce grand écart entre le palace et la femme qui y travaille. Oui, en fait, disons que la raison d'être ou l'utilité même du travail de Stéphanie est remis en question par 2 personnages qui sont effectivement cette femme de chambre, Alicia, et par la mère de Guillaume. Donc, juste pour continuer sur Alicia, quand on parle de violence policière, il y a aussi beaucoup de violence en banlieue, et que en général les armes, que ce soit les LBD, etc., ont d'abord été testées en banlieue. Ça nous paraissait, on s'est dit, on ne peut pas ne pas en parler d'une façon ou d'une autre, faire comme si ça n'existait pas, et comme il y avait, comme à un moment donné, il y a eu cette idée d'un témoin, une femme de chambre, et donc on s'est dit que c'était la bonne personne pour véhiculer cela.
Mais ce que vous dites sur les origines sociales assez proches, enfin de beaucoup de policiers et de manifestants gilets jaunes, c'est très vrai. Enfin, à un point où les gilets jaunes au début étaient convaincus que les policiers et les gendarmes allaient venir de leur côté, et souvent c'est vrai que voilà, ils viennent tous de milieux plutôt ruraux ou périurbains assez modestes, et même le gouvernement et le pouvoir avaient presque peur de ça. Et c'est vrai que les gilets jaunes, dans les premières manifs, ils ne comprenaient pas pourquoi les policiers leur bloquaient l'accès pour atteindre l'Élysée ou Matignon, etc. Et que le pouvoir, finalement, ça les arrangeait presque que la violence surgisse pour pouvoir désigner les manifestants violents et les ennemis de la République, etc. Mais bien sûr, ce contraste entre province-Paris était, chez les Gilets jaunes, c'était quelque chose de très important, de se sentir ignoré par la capitale, et du coup de venir sur les Champs-Élysées, sur les lieux du pouvoir, pour montrer, on existe, on est visible. Et voilà disons que moi, ce qui m'a frappé aussi, en parlant avec des victimes de violences policières, c'est à quel point il y a une violence de la blessure physique, mais après la négation de leur souffrance, et encore une deuxième violence, où ils ne sont pas pris en considération, et le fait qu'à aucun moment un homme politique ou une femme politique ait pu dire, écoutez, oui, on était débordés par la situation, on a fait n'importe quoi, on a envoyé des policiers avec des ordres guerriers dans la rue, et donc on reconnaît qu'il vous est arrivé cette chose qui n'aurait pas dû vous arriver, et le fait qu'il y ait cette incapacité à formuler cela, c'est quelque chose qui me rend dingue, en fait. Et j'espère que si le film peut provoquer au moins le fait qu'on considère un peu ces victimes de violences policières lors de ces manifestations un tout petit peu, ça serait déjà un petit pas en avant, quoi. Il y avait mademoiselle. On va prendre une dernière question. Ouais. Désolée, je vais terminer. Non, mais pas du tout. Ça fait un moment que vous levez le bras, donc. C'est gentil. Du coup, j'avais une question sur le personnage de Stéphanie, et pour rebondir aussi sur la question de Madame, effectivement, c'est un personnage très en retenue, mais on a quand même ses yeux embués à la fin du film. Et je me posais la question si c'était la traduction d'un sentiment de honte ou d'échec, ou peut-être même d'une impasse, d'un problème sans solution, ou si c'était une autre expression peut-être. Je pense que c'est, je sais pas si, moi je dirais plutôt d'échec, de sentiment d'échec que de honte, parce que, c'est un peu presque la réponse à ce que lui dit Madame Girard, c'est-à-dire vous faites bien votre métier, donc c'est vrai, elle fait bien son métier, elle n'a rien à se reprocher de ce côté-là, mais à quoi ça sert, quoi, puisque ça n'aboutit sur rien, et d'être confronté à ça, c'est quand même, forcément ça secoue et ça trouble, donc voilà, pour moi c'est ça. Merci beaucoup. Merci. On applaudit bien fort Dominique Moll et Gilles Marchand.